Est-ce que derrière vos écrans, je crois qu'il y a des journalistes derrière les écrans, je pense qu'ils nous entendent. J'ai dit juste un mot rapide avant de laisser la parole aux auteurs de cette proposition de loi. Ils vous rappelleront que cette proposition de loi a une histoire ancienne et un travail de fond qu'ils ont mené depuis plusieurs mois. Cette proposition de loi, elle a été déposée, elle existe, et donc maintenant elle va vivre. Alors évidemment, la question qui peut se poser, je ne sais pas si vous avez prévu d'y répondre, mais j'en dis quelques mots, c'est quand est-ce que cette proposition de loi sera débattue. C'est évidemment un peu difficile de vous répondre au jour d'aujourd'hui parce que, et vous le savez, pour des questions qui sont plus liées au projet de loi de finances, à une éventuelle loi spéciale, il est très compliqué d'avoir des dates précises de passage au Sénat. En tout cas, et c'est aussi l'intérêt de cette conférence de presse, c'est que à la fois le travail mené par les trois auteurs, le fait qu'ils représentent aussi des sensibilités politiques différentes, le soutien unanime de la commission de la culture, que j'exprime aussi à travers ma présence, montre qu'il y a une forte volonté du Sénat d'avancer sur ce texte et donc d'obtenir l'inscription à l'ordre du jour dès qu'une une possibilité apparaîtra. Cette proposition de loi n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas l'étape ultime dans les relations complexes entre les sociétés d'intelligence artificielle et les ayants droit. Mais c'est néanmoins une étape importante, et au moins pour deux raisons que développeront, je n'en doute pas, les trois auteurs. D'abord, pour réaffirmer qu'une innovation technologique, aussi innovante soit-elle, ne peut pas annuler des droits acquis depuis des décennies, voire plus, et qui sont essentiels pour le respect de l'exception culturelle. C'est une étape aussi importante pour des raisons économiques. Si nous avons peu de doutes sur le fait que l'intelligence artificielle sera créatrice de valeur et sans doute dans des mesures extrêmement importantes, il est à ce jour difficile d'évaluer ce qui doit revenir aux auteurs dans un modèle économique qui n'est pas encore stabilisé. Mais en déposant cette proposition de loi, c'est aussi pour les auteurs et pour l'ensemble de la commission l'idée d'affirmer clairement que les auteurs doivent avoir leur part dans cette création de valeur, puisque sans leur travail, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. C'est ce que je voulais vous dire en propos introductifs, et je vais m'arrêter là pour laisser la parole. C'est Laure qui commence. À Laure Darcos. Merci. Bonjour à tous. En effet, il est important pour nous d'avoir eu notre président avec nous, qui a suivi d'ailleurs beaucoup de nos auditions. Et je voudrais remercier aussi nos administrateurs, parce que ça a été vraiment un travail de longue haleine depuis notre mission d'information lors du premier semestre donc 2025 jusqu'à aujourd'hui. Vraiment avec une adhésion, je pense, de l'ensemble de la commission et en tout cas des soutiens de tout transpartisane, vraiment de l'ensemble de nos collègues. Vous dire en préambule que, en fait, on est très fiers d'avoir déposé ce texte dès cette semaine, parce que depuis le premier jour de nos auditions, au début de l'année 2025, nous avions l'idée de déposer ce texte. On ne savait pas encore exactement, bien sûr, quelle en serait la rédaction, puisque, bien évidemment, quand on commence une mission d'information, ce n'est pas le cas. Mais au fur et à mesure de nos auditions, et on a eu plus d'une centaine, hein, on a revu énormément de monde, et encore plus quand on a passé une journée à Bruxelles, et je laisserai du coup Agnès, qui était ancienne députée européenne, en parler. Il nous paraissait important que la France continue à jouer son rôle dans l'exception culturelle européenne, d'être les premiers à mettre le pied dans la porte pour essayer de défendre cette diversité culturelle, cette exception culturelle et le droit d'auteur. Donc nous avons fait cette mission pendant 6 mois, rendu notre rapport début juillet. Nous avions auditionné à la fin de notre mission Florence Filbert, donc, qui dirige la DGMIC au ministère de la Culture, qui nous avait annoncé qu'ils allaient faire un round de consultation entre opérateurs IA et les ayants droit. Et donc nous avions bien évidemment, parce que on essaie de travailler aussi avec le ministère de la Culture en bonne intelligence, dit qu'on laisserait en fait ces discussions
avoir lieu et voir où elles aboutiraient en fait à l'automne. Permettez-moi de dire que pour moi, ça n'est pas un échec comme je l'ai entendu ou vu ou lu dans certaines presses. Je pense que c'était important déjà qu'ils se rencontrent parce que certains opérateurs IA et pas des moindres ne connaissaient pas en fait les sociétés de gestion collective ou les différents secteurs culturels. Et puis arriver à ce constat qu'il n'y a pas de partage de la valeur et qu'il sera important, bien évidemment, dans un deuxième temps, de pouvoir y remédier. Et puis donc en novembre, hein, quand après plusieurs réunions, ils se sont rendus compte que de toute façon, ils ne pourraient pas aller plus loin dans le cadre de ces consultations au ministère de la Culture. Nous avons réuni à nouveau tous les ayants droit, qui sont venus très nombreux en peu de temps, parce que dans notre agenda serré de budget, on les a convoqués d'une certaine manière 4 jours avant, et ils étaient plus de 25 autour de nous. Et bien évidemment, quand on leur a dit qu'on allait écrire un article unique basé bien évidemment sur la présomption, comme l'avait suggéré Alexandra Ben-Samoun dans son rapport, donc on ne s'en cache pas, hein, c'est bien sûr inspiré du rapport d'Alexandra. Certains ont voulu forcément essayer qu'on puisse fournir un peu plus ce texte, certains voulant qu'on revienne sur l'exception text data mining de la directive européenne, ou qu'on règle leurs problèmes de droit voisin, notamment je pense avec Google. Et pour nous, il était essentiel d'en rester à cette présomption, qui fait déjà couler beaucoup d'encre, et je pense que c'est important qu'on mette sa première pierre. Il y en aura d'autres, mais je pense que c'est un signal très fort vis-à-vis de Bruxelles et vis-à-vis des opérateurs IA. Et pour finir, avant de passer la parole à Pierre, qui va nous parler plus de la présomption, on ne fait pas du tout ça contre les opérateurs IA. Et je pense notamment à notre champion français et européen Mistral. C'est simplement leur apprendre qu'on n'est pas juste dans un monde où il faut gaver de contenu ces algorithmes en moissonnant tout contenu culturel ou même scientifique, hein, comme on nous l'a dit. Le respect du droit d'auteur, ça a vraiment un vrai symbole dans notre pays. Et c'est donc leur faire comprendre que la création a un coût, et surtout, on doit respecter ses droits d'auteur. Et je pense que du coup, cet article unique, à mon avis, respecte entièrement en fait ce respect du droit d'auteur. Et j'espère en effet qu'il sera très vite inscrit à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'on voulait absolument déposer ce texte avant Noël, pour qu'à la conférence des présidents début janvier, en fonction de ce qui se passera, si loi spéciale ou pas loi spéciale, on puisse le faire rapidement sur une des niches de nous trois. Vous avez vu qu'il y a également Catherine Morin-Desailly et Karine Daniel, qui eux avaient déposé aussi, et je voudrais quand même le dire aujourd'hui, une proposition de résolution justement par rapport au règlement e-Act à Bruxelles, et qui se sont joints bien évidemment à nos signatures. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je vais essayer d'être simple pour vous faire comprendre quel est l'objectif de l'article unique, qu'on résume en disant que c'est le renversement de la charge de la preuve. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y avait des contentieux, ça serait aux artistes de prouver que leurs productions ont été pillées, ce qui est absolument impossible. Vous savez comment fonctionne l'intelligence artificielle. On dit qu'elle moissonne. Alors bon, moi je suis d'origine paysanne, et chez moi on moissonne pas le blé qui est semé par les voisins. Je préfère parler plutôt de chalutage. Hein. C'est des gros chaluts à mailles très très fines qui emportent toutes les espèces, y compris les espèces protégées, les dauphins, etc. Donc les opérateurs chalutent très très largement toutes les œuvres, sans aucune distinction entre ce qui est protégé, pas protégé, ancien, nouveau. Et dans le produit fini, vous avez l'impossibilité technique et matérielle de retrouver quelle a été au départ les productions qui ont été utilisées. Donc
quand il y a contentieux, et là il y en a quelques-uns en cours aux États-Unis et en Europe, l'artiste ne peut pas prouver qu'il a été pillé. Donc l'idée de notre texte, avec son article unique, c'est d'obliger les opérateurs à prouver qu'ils n'ont pas pillé. C'est-à-dire qu'on les place un peu dans la situation dans laquelle ils mettent aujourd'hui les auteurs. Aujourd'hui, ils mettent les auteurs dans la situation d'être dans l'impossibilité de prouver matériellement le pillage. Et on leur dit, vous voyez, demain, ce qui peut vous arriver, si vous avancez pas, c'est ça. Donc c'est la situation inverse, c'est-à-dire essayer de retrouver un petit peu d'équilibre dans le rapport de force qu'il y a en ce moment entre les opérateurs et les artistes. Bien évidemment, ce qu'on nous a dit, et encore hier soir à Mistral, c'est qu'il y a des opérateurs chinois essentiellement, qui aujourd'hui, protégés par le gouvernement chinois, ne respectent absolument aucune des conventions nationales. Il n'y en a pas, c'est plus simple, et internationales. Voilà. Et que face à ces géants qui produisent une intelligence artificielle bon marché, puisque sa base fondamentale, c'est un pillage absolu, il faudrait qu'on donne la possibilité aux opérateurs européens de piller de la même façon, pour qu'il n'y ait pas trop de discordance de concurrence. Bon, c'est un discours qu'on ne peut pas entendre, parce que si nous mettons en danger le droit d'auteur pour ce qui concerne le chalutage de l'intelligence artificielle, d'autres personnes vont demander les mêmes exonérations. Vous êtes journaliste, hein, et vous savez très bien que s'il n'y a plus de droit d'auteur, demain, c'est vos métiers qui vont disparaître. Et je ne vois pas comment on peut autoriser le non-respect du droit d'auteur en ce qui concerne l'intelligence artificielle et continuer à la défendre pour ce qui est de la protection de vos productions. Donc là, il y a un enjeu fondamental qui est lié... Le président de la Commission l'a dit, à quand même ce que Beaumarchais, à la fin du XVIIIe, a imposé, c'est-à-dire la rémunération du travail intellectuel. Il y a une propriété intellectuelle qu'il faut respecter. Et je suis dans la situation du sénateur communiste qui défend le droit de propriété, mais bon, on se retrouve sur beaucoup de choses tous les trois, donc ça vous étonnera pas. Là, ça, c'est un point tout à fait important. Et ce qu'on comprend bien, c'est qu'aujourd'hui, et le président de la Commission l'a dit, le modèle économique de l'intelligence artificielle n'est pas connu. Les opérateurs amassent énormément de données. Ils mettent en place des traitements qui demandent plusieurs milliards d'investissements sans trop savoir comment un jour ils pourront vendre ça et surtout comment ils pourront faire pour gagner de l'argent. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut d'abord poser le modèle économique et ensuite on regardera le problème de la rémunération des auteurs. Nous disons il faut que dans la conception du modèle économique, on pense déjà à la rémunération des auteurs. On ne peut pas dire on innove et on régule ensuite. Non, il faut que dès maintenant, les opérateurs pensent à la façon dont ils vont rétribuer les auteurs, parce qu'ils ont besoin d'eux. Hein, et on voit très bien, et on nous l'a dit encore aujourd'hui, qu'il y a un début de dégradation des réponses de l'intelligence artificielle, parce que les plateformes commencent à moissonner leurs propres résultats. Et donc il y a un appauvrissement. Donc l'intelligence artificielle a besoin que régulièrement on réinjecte de la donnée nouvelle. Mais pour ça, il faut qu'il y ait encore des auteurs, et donc il faut leur permettre de vivre, et de vivre avec une rémunération. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, je vais reprendre ma casquette d'ancienne députée européenne, comme l'a dit Laure, et vous dire un peu que cette initiative, elle n'est pas isolée. Au Parlement européen, où nous sommes rendus pour rencontrer Alex Voss, qui est le député européen très influent sur ces questions-là de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, a déjà, dans le rapport qui va être débattu devant la Commission des affaires juridiques en début d'année, mentionné cette idée de présomption.
Donc encore une fois, ça n'est pas un acte isolé, tout ça est parfaitement bien ancré au niveau européen, et y compris d'ailleurs, j'ai regardé dans la synthèse de la consultation des travaux des États membres. Et comme l'a si bien dit Laure, en effet, d'ores et déjà, quand on s'est rendu à Bruxelles en mai dernier, on avait prévenu que nous voulions agir dès avant la fin de l'année, et c'est ce que nous faisons donc avec cette PPL transpartisane, qui, je tiens à le rappeler, en fait ne s'oppose pas au droit européen. Au contraire, elle vient combler en fait les angles morts du droit européen. Et donc, je le rappelle, le règlement européen sur l'IA, donc l'IA Act, n'impose pas suffisamment en fait de principes de transparence. Et donc, dans les faits, ça ne donne pas aux créateurs la possibilité en fait de faire valoir concrètement leurs droits. Et les données d'entraînement restent donc largement opaques. C'est ce qui a été dit par Pierre. Et là encore, c'est important de le redire très simplement. On n'est évidemment pas contre l'IA, mais on considère évidemment qu'il est important que les contenus culturels européens et français alimentent évidemment les algorithmes, mais toutefois, on demande qu'il y ait donc une rémunération, comme ça a été dit par Pierre, et un droit d'opt-out du moissonnage. La France agit donc là où elle le peut, à la fois donc sur le terrain du droit procédural, sans changer pour autant, et c'est important de le redire, le droit d'auteur européen, pour garantir son effectivité devant le juge, en renversant, comme ça a été dit à l'instant par Pierre, la charge de la preuve. Voilà pour finir. La France donc ouvre la voie, elle enclenche une dynamique, elle envoie un signal politique très clair à l'Europe, oui à l'innovation, mais pas au prix du pillage culturel, parce que c'est important de le redire, l'enjeu essentiel pour nous, c'est évidemment de défendre l'exception culturelle française. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais juste rajouter quelque chose concernant on va dire les œuvres culturelles. Les opérateurs IA nous disent en fait les secteurs culturels ne sont pas capables d'avoir un registre où nous dire exactement quelles sont les œuvres qu'ils souhaiteraient voir être aspirées, moissonnées par les opérateurs et ceux qui ne le sont pas. C'est vrai que moi j'ai une expérience antérieure quand j'étais chez Hachette, où Google, souvenez-vous, en 2009 avait quand même numérisé 500 000 œuvres dans toutes les bibliothèques américaines. Et manque de peau pour eux, la moitié était en langue non anglaise. Et là, il y avait une trace de fichier. Donc on pouvait sans problème leur demander un opt-out et donc l'autorisation ou pas des ayants droit ou de la maison d'édition de pouvoir exploiter cette version numérique pour eux. Là, la grande difficulté sur laquelle évidemment les opérateurs jouent, c'est qu'une fois qu'ils ont moissonné les données, il n'y a pas de fichier. Tout est en fait totalement écrasé et ils n'ont pas la preuve de ce qui a été moissonné. Et donc, ils passent leur temps à nous dire qu'au fond, ils devraient juste être fiers qu'on exploite leurs œuvres, qu'on les mixte à d'autres et qu'on continue d'une certaine manière à les faire vivre par d'autres moyens. Là où je suis d'accord, c'est qu'il faut en effet, comme mes collègues l'ont dit aussi, il faut qu'il y ait des contenus culturels européens pour qu'on n'ait pas juste des malfaçons chinoises ou des contenus américains, surtout par les temps qui courent, mais pas à n'importe quel prix. Mais toute la difficulté est là. C'est qu'en fait, ils ont en face un mur, entre guillemets, de différents secteurs culturels qui ne sont pas forcément d'accord sur le mode de rémunération, qui surtout ne sont pas capables de fournir une traçabilité de leurs œuvres. On le voit pour la photographie notamment. Alors, il y a des métiers qui vont aussi disparaître. Hein. C'est pas dans notre texte, mais dans notre rapport, on avait mis l'accent sur certains métiers qui vont avoir des grandes difficultés dans les années à venir, comme les traducteurs, les doubleurs. J'en parle même pas. Ces doubleurs, ça devient très compliqué. Les storyboarders, enfin tous ces métiers-là. Mais sur l'œuvre elle-même, leur faire comprendre que, en effet, il faut respecter et le droit d'auteur, donc l'autorisation ou pas d'être moissonné, et surtout ensuite une forme de rémunération. C'est vrai qu'on a l'impression de deux mondes qui ne se sont jamais parlé et qui cohabitent. D'un côté la techno, qui est en même temps formidable, hein, bien évidemment, l'intelligence artificielle, et de l'autre, en fait, les poussiéreux de bon marché. Voilà, c'est un peu ça, mais il faut pouvoir y remédier. Voilà. Est-ce que vous avez donc des questions? Alors moi j'ai trois petites questions, enfin trois questions précises en fait. Trois petites questions précises. Cette loi, elle sera appliquée en France.
mais quelle valeur elle a sur le droit européen? Voilà. 2, c'est vraiment des questions voilà, très précises. 2, est-ce que ça s'appliquerait aux acteurs français uniquement, enfin français et européens, ou est-ce que ça va s'appliquer à tous les acteurs qui livrent leurs produits ici, c'est-à-dire un peu comme dans l'AI Act, OpenAI, etc. Et troisièmement, est-ce que ça touche ce qu'on appelle les déployeurs ou pas? Ou est-ce que ça touche juste les modèles d'IA? Vas-y, réponds. Alors, je pense que c'est important que vous compreniez bien que notre proposition de loi, elle est d'ordre procédural. C'est-à-dire qu'elle ne touche pas au droit européen. Elle est là simplement pour, dans le cadre de procès éventuels, essayer de permettre à la victime, la personne qui considère qu'il a été pillé, d'avoir des arguments à opposer aux plateformes qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc, bien évidemment, son application, elle est liée au territoire français, puisqu'elle est liée à des éventuels contentieux. Elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. Et on n'oublie personne. Bien évidemment, si des auteurs attaquent des plateformes chinoises, américaines, ils pourront profiter, si notre proposition est votée, du dispositif du renversement de la preuve. En France, c'est ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, vous voyez bien, ce qu'on vise, c'est pas la législation européenne, c'est la capacité des États membres d'édicter des procédures d'ordre juridique pour aujourd'hui donner plus de droits aux artistes et aux auteurs. Même chose, même chose, même chose. Et c'est vrai que du coup, Bruxelles passe leur temps à nous dire qu'en effet, tout ça se passe au niveau de Bruxelles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on l'a déjà vu pour d'autres lois, le fait que la France soit un peu la locomotive, ça peut peut-être aussi susciter les mêmes initiatives dans d'autres pays membres. En plus, vous avez vu que le règlement IACT a été repoussé. Et donc, pendant ce temps-là, on parlait de Mistral tout à l'heure, ils ont 2 ans et demi de vie. C'est absolument dingue ce qu'ils ont déjà fait. Je ne parle même pas, bien évidemment, de ChatGPT. Et donc, c'est des délais qui courent et qui sont fondamentaux pour nos secteurs culturels, en fait. C'est tant de mois de moissonnage sans avoir la possibilité, du coup, de pouvoir de faire des recours. Donc, on sait très bien que la lenteur bruxelloise fait qu'on a intérêt de toute façon à mettre ce pied dans la porte et d'agir État membre par État membre. Et je pense qu'en effet, on en reparlera avec Axel Voss, on peut peut-être avoir d'autres pays européens qui se saisiront de la même opportunité. Oui, juste, je précise, comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, c'est qu'en fait, le règlement européen n'impose pas suffisamment de transparence. Et c'est là où nous, on ne touche absolument pas aux droits d'auteur européens. On est là pour combler, en quelque sorte, les angles morts du règlement européen. Et donc, en quelque sorte, la France se veut un peu la locomotive de cette dynamique qui va être enclenchée. Mais on n'intervient que dans le domaine procédural. C'est la seule chose que la France puisse faire. Il faut que je sois un auteur français pour pouvoir... Un créateur français. Créateur, pour les créateurs français. Oui, tout à fait. Auteur. Un artiste, etc., français, et que je fasse une procédure dans les tribunaux français. C'est ça. Ça donne des outils juridiques, en fait, tout simplement. Ça renverse la charge de la preuve. Bonjour. Océane Herrero pour Politico. Vous parlez de Mistral qui a notamment mis dans la balance son data center de Bruyères-le-Châtel. J'imagine que c'est quelque chose dont vous avez eu l'occasion de parler avec eux. Est-ce que vous entendez cette crainte que la proposition de loi puisse enrayer la capacité à entraîner en France, peut-être en Europe si c'est repris plus largement, et également quels échos ou retours vous avez pu avoir du gouvernement concernant un éventuel soutien à votre texte? C'est la sénatrice de l'Essonne. Voilà, moi je vais répondre en tant que sénatrice de Bruyères-le-Châtel. C'est une chance d'ailleurs d'avoir en effet ce site à Bruyères à côté du CEA. On a pu en effet échanger avec Arthur Munch hier. C'était vraiment à son invitation et c'était, je dois dire, très courtois et je crois assez unique. Il n'avait jamais reçu de parlementaire dans son siège.
Et justement, enfin, c'est là où, quand je vous parlais de deux mondes, je souscris entièrement à ce qu'il nous a dit sur les data centers. Et c'est pas, entre guillemets, notre problème. Et on sera les premiers à soutenir le fait que ce n'est pas normal que l'État français puisse encourager des data centers de Microsoft ou d'Amazon, pour ne citer que, partout sur nos territoires, et ne pas essayer de pousser, de privilégier notre champion. Bien sûr, dans le cadre légal, je préfère le dire, même si c'est sous-entendu. Et on sentait qu'il était d'ailleurs... il avait cette obsession du modèle économique. Il vient d'arriver, il disait qu'en effet, pour payer bien ses ingénieurs, ils sont plus de 400 aujourd'hui, il a besoin d'avoir un modèle économique fiable et viable par rapport aux GAFAM qui sont déjà installés. Donc, bien évidemment, sur les data centers, on le comprend très bien. Et c'est en effet, pour répondre à votre deuxième question, la logique des ministères à Bercy. D'une certaine manière, je pense aussi à la tête de l'État, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon, qu'on ne freine pas la dynamique en fait de Mistral. Et pourquoi pas d'autres champions à venir, français et européens. Donc c'est deux choses très différentes. Et c'est là où on a essayé de lui faire comprendre qu'on n'était en rien contre lui et qu'on ferait tout pour les aider. Mais qu'il avait même peut-être cette opportunité, à la veille de notre conférence de presse, qu'on lui dise d'aller voir en fait quelques ayants droit pour essayer de trouver un système soit de mode de rémunération ou en tout cas de partenariat avec certains secteurs culturels. Il montrerait du coup l'exemple et on sera du coup d'autant plus fort en France et à Bruxelles de pouvoir en fait le supporter dans le bon sens du terme et le soutenir s'il montrait l'exemple. Donc on a essayé nous de lui faire comprendre ce que c'était que ce monde des ayants droit et de la propriété intellectuelle. Voilà. Et c'est vrai que du coup il est très tech. Donc voilà. Et on a par contre le soutien plein et entier du ministère de la Culture. C'est pour ça que Rachida Dati avait fait un communiqué de presse il y a à peu près une semaine, au moment d'ailleurs où on rencontrait à nouveau les ayants droit. Et donc après, à nous et à elle, enfin, et au ministère de la Culture, de convaincre le reste du gouvernement que on ne peut ne pas avoir juste... Alors, est-ce que c'est par crainte de représailles américaines mais on voit bien que même sans notre loi, hein, de toute façon, la menace existe vis-à-vis des mêmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu certaines offensives contre Mistral, justement. Donc, on sera à leur côté pour défendre nos champions. Ça n'a, entre guillemets, rien à voir, parce que je comprends qu'ils aient ce souci-là économique et même de capacité électrique, hein, enfin d'électricité, à ce qu'ils puissent bien évidemment continuer à développer leur modèle. Mais nous, on parle en amont de ceux qu'ils moissonnent et de leur contenu. Je peux peut-être ajouter deux, trois petites choses. Ce que nous avons dit à plusieurs voix et de façon répétée, c'est que nous défendons de façon absolue, totale, la souveraineté numérique française et européenne. Voilà. Nous ne souhaitons pas que dans un avenir proche, nous soyons obligés de choisir entre être les vassaux des États-Unis ou les vassaux de la Chine. On pense qu'entre ces deux grandes puissances géostratégiques et numériques, les deux choses étant liées, il y a une place pour l'Europe. Il y a une place pour l'Europe qui soit compatible avec ce que nous défendons, une certaine idée de la connaissance, de la science, du respect des auteurs. Et nous sommes intimement persuadés que l'intelligence artificielle telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas viable sur le temps long. C'est pas possible. Il faudra à un moment donné réintroduire les œuvres, les auteurs dans tout le processus. Donc ce qu'on propose, ce qu'on a proposé à Mistral, c'est d'avoir un coup d'avance et de préparer pour demain une intelligence artificielle qui soit éthique, responsable et qui défende aussi le droit des auteurs. On nous dit aujourd'hui, mais ça rapporte rien. Sans doute,
c'est vrai, et que face aux Chinois, ce petit label, il vaut pas grand-chose. Mais nous sommes intimement persuadés que quand le modèle économique sera trouvé, il y a là la possibilité d'une rémunération supérieure. On voit bien aussi, et je finirai là, que l'intelligence artificielle de qualité, c'est une intelligence artificielle qui, à un moment donné, bénéficie du contrôle humain. Et le patron de Mistral nous l'a encore dit hier soir. Ils ont des produits spécifiques sur lesquels ils demandent à des docteurs, pas des médecins, des spécialistes, de valider un certain nombre des réponses de l'intelligence artificielle. Là, il y a de la valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose qui doit être protégé, défendu et mis en avant, parce que le risque, et ça on nous l'a encore dit hier soir, c'est qu'on finisse par avoir une intelligence artificielle dans laquelle il sera totalement impossible de distinguer le vrai du faux. Vous savez que les moissonneurs de l'Internet, Google et autres, sont en voie de disparition. Et que dans les requêtes sur Internet, de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée, moi le premier. Demain, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura plus non plus de réseaux sociaux. Et que la voie d'entrée vers le numérique, ça sera l'intelligence artificielle. Et là, on a besoin absolument d'un minimum de fiabilité. Donc à un moment donné, il faudra une validation humaine. Voilà. Il était très fier, à juste titre, par exemple, de leur coopération avec Obvious. Vous savez, sur cette pièce de théâtre qu'aurait pu écrire Molière. Donc, les partenariats peuvent exister, en fait. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire ? C'est extraordinaire, en fait. Ils ont écrit une pièce de Molière avec des chercheurs, des thésards, en fait, en littérature, avec le langage de Molière, de l'époque de Molière. Et ils vont faire jouer cette pièce de théâtre, mais qui a été, en fait, du coup, entièrement écrite grâce à Obvious et à leur coopération avec Mistral. Donc ça existe, des coopérations. Voilà. Oui, juste un mot pour revenir sur ce qu'a dit Pierre, sur le mot éthique qui est très important. Et il y avait une expression dans le communiqué de presse initial quand on avait lancé cette idée de PPL, qui était de passer d'une IA pirate à une IA éthique. Voilà, ça résume en fait l'enjeu aussi au niveau européen pour nous. Et deuxièmement, vous posiez la question du gouvernement, comme l'a dit Laure, donc oui, évidemment, la ministre de la Culture est d'accord, mais ayez bien en tête que, quel que soit, on est dans le brouillard là, sur la loi spéciale, l'agenda, mais il y a un agenda législatif avec ordre du jour parlementaire, donc ça peut être à notre initiative, quel que soit le souhait ou non du gouvernement. Et donc, comme nous avons la majorité, en tout cas avec Laure, elle peut être adoptée, peu importe si le gouvernement souhaite le mettre ou non à l'ordre du jour. Vous voyez, il faut bien faire la distinction, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un processus législatif assez abouti jusqu'à l'adoption, absolument. Voilà. Alors, première question, ne craignez-vous pas quelque part que toute la création européenne soit censurée quelque part par les acteurs de l'IM, majoritairement GAFAM, certes chinois également, et que du coup cela renforce quelque part les valeurs états-uniennes ou chinoises dans les modèles, et que tant qu'il n'y a pas un mouvement mondial des éditeurs, des créateurs de contenu, également aux États-Unis par exemple, effectivement il sera difficile de lutter seul, je dirais. Deuxième point, en rêve, sur le bon calendrier de cette proposition de loi, est-ce que vous avez déjà... il y aurait peut-être une fenêtre au niveau de l'Assemblée, vous êtes déjà acquis au fait qu'elle serait bien accueillie, que là aussi elle pourrait faire consensus, comment ça se passe ? Alors, pour votre dernière question sur la fenêtre, nous déjà on va essayer de trouver la nôtre. Et je vous dis donc a priori, on espère, avant l'interruption qu'on va devoir avoir, vous savez, de 3 semaines pour les élections municipales, ça serait idéal, c'est-à-dire donc avant fin février. Et nous avons, j'aurais dû la citer aussi, Céline Calvez à l'Assemblée nationale, qui a travaillé aussi sur ce sujet, qui a d'ailleurs repris en fait une nouvelle mission pour élargir en fait, pas simplement aux créateurs du milieu de la culture, mais sur la connaissance en général, son enquête entre guillemets sur l'adéquation entre les opérateurs IA et le monde de la création et de la connaissance, et qui serait prête bien évidemment à récupérer notre texte
Et elle a eu en bonne intelligence, on s'est beaucoup parlé à l'été. Ça servait à rien qu'on dépose chacun notre proposition. Elle reconnaissait que notre rapport avait été plus abouti, qu'on était en lien avec Alexandra pour le travailler. Et donc, du coup, elle le reprendrait. Et donc, j'espère aussi, du coup, avant l'été, on puisse trouver quelque chose. Voilà. Et sur votre question, je vais laisser Pierre parce que c'est son dada, mais sans bien évidemment critiquer les contenus américains. Mais je pense, comme il le disait tout à l'heure, si on n'alimente pas les algorithmes de contenu de qualité, elles vont s'assécher. Et donc, nos jeunes, on leur essaie de leur apprendre l'esprit critique, mais j'espère que les adultes l'ont déjà. Et très honnêtement, si ces algorithmes moulinent de l'information, soit déjà un peu obsolète, soit en ce qui concerne la presse, soit des contenus moins fiables, peut-être de moins bonne qualité ou toujours les mêmes, eh ben, en effet, à ce moment-là, ça sera la fin de l'IA générative. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de ces contenus culturels français et européens de très grande qualité. C'est bien pour ça que quand je reprenais l'exemple de la numérisation des fonds des bibliothèques américaines par Google, c'était pas que des ouvrages américains. Donc je pense que c'est pour ça que c'est le bon moment. C'est un levier très important de le faire maintenant, parce qu'on va avoir besoin de nous. Et donc ce sera peut-être une sorte de bras de fer, mais je pense, je suis optimiste de nature, qu'on peut aboutir, parce que je pense qu'on aura besoin absolument l'un de l'autre pour faire une IA générative de qualité si elle veut survivre. Et puis j'ajoute qu'on est tous les trois jusqu'en 2029. Ouais. On n'est pas renouvelable, donc on a le temps. Alors, pour tenter de répondre correctement à votre question, deux choses. Il y a d'abord tout ce qui a été chaluté. C'est la quasi-intégralité des connaissances produites en Europe depuis l'Antiquité. Tout ça, c'est fini. C'est déjà dans les bases. C'est fini. Voilà. Pour ce qui va venir, bien évidemment que les opérateurs américains auront besoin des données produites en Europe et des données que vous produisez. On ne peut pas imaginer que dans la situation politique, géostratégique dans laquelle nous sommes, les opérateurs américains s'interdisent totalement d'utiliser toutes les données produites par la presse française. Moi, j'ai fait le test à un moment donné où même nous, on avait du mal à suivre la succession du gouvernement. OpenAI était resté 3 gouvernements au-delà. Et on sent bien que sur l'actualité, pour éviter qu'il y ait des réponses totalement anachroniques, l'intelligence artificielle a besoin de se nourrir de l'actualité. Et c'est pour cette bonne raison-là qu'aujourd'hui, les accords qui ont été passés, avec certains, concerne le Monde et l'AFP. Parce que si vous questionnez aujourd'hui OpenAI, il vous donne à peu près le bon nom du président de la République, ça c'est pas trop difficile, du Premier ministre, voire même du pape. Moi j'avais fait la question au moment de la mort du pape, alors là, bon, il était perdu. Voilà. Donc les plateformes sont dans une obligation par rapport à la véracité des contenus qu'ils produisent de prendre en compte les données qui vont venir et qui vont renouveler nos connaissances. Je prends un second exemple qui est celui du quantique. La France est très bien placée dans la recherche quantique. On ne peut pas imaginer un seul instant que dans le quantique, on puisse se passer des données produites par les chercheurs et les laboratoires français. Vous avez une question d'un journaliste du Monde en visio, Monsieur Alexandre Picard, qui vous demande en quoi est-ce compatible alors que le code de l'IA Act, enfin que dans le code de l'IA Act, cette présomption a été écartée. Mais c'est pas notre analyse juridique. Dans l'IA Act, le texte ne rentre pas dans le détail de la relation qu'il pourrait y avoir dans le cadre d'un contentieux entre la victime, le juge et la plateforme. L'IA Act laisse la possibilité aux États membres
de définir les règles procédurales pour instruire ces futurs procès. Donc on est, encore une fois, et je peux vous assurer qu'on a fait extrêmement attention de ne pas rentrer de front dans la législation européenne. Encore une fois, on est dans les interstices du droit européen pour permettre aux États d'être dans le domaine de reconnaissance de compétences qui leur est reconnu. Et je rajoute, la DG Connect qu'on avait vue à Bruxelles nous disait sans état d'âme que les ayants droit ayant quitté la table, entre guillemets, de consultation sur le code de bonne pratique, ils s'en fichaient parce que de toute façon, à partir du moment où le droit d'auteur était cité, qu'il soit là ou pas là, c'était comme ça. Mais ils avaient la même légèreté de nous dire que de toute façon, ils allaient inciter les opératoriats à signer ce code de bonne pratique, mais qu'ils étaient persuadés que beaucoup ne le signeraient pas. Donc en plus, vous voyez, on peut vous renverser en fait la logique qui est que ce texte européen a, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, beaucoup de trous dans la raquette qui en fait n'obèrent absolument pas ce qu'on essaie de mettre en place avec ce renversement de la preuve. Une seconde question en ligne de Satellifax qui demande si la France est le premier État membre à prendre une telle initiative législative. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on disait que la France sera la locomotive justement de cet élan qui vient d'être lancé sur la présomption. La fusée sous locomotive, c'est peut-être un peu ancien. Oui. C'est vrai, on parle d'IA, t'as raison, la fusée. Et une question sur l'effet qu'une telle mesure pourrait avoir aussi sur le paysage concurrentiel. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une prime aux plus gros acteurs qui ont les moyens de signer des accords? On voit qu'OpenAI a signé avec Disney et annonce quasiment... On n'a pas le droit de le dire, mais en effet, j'imagine que quand on compare la négociation qui a eu lieu entre Le Monde et OpenAI, Mistral nous dit qu'ils ne peuvent pas payer la même chose, bien évidemment. Mais je vous dis, on ne se base pas, ça c'était le rapport de Joël Farchi, qui était très intéressant, qui était sur le volet rémunération des relations entre opératoriat et secteur culturel. C'est pour ça que nous ne rentrons pas dans ce sujet-là, en fait, parce que ce qu'on veut déjà, c'est amorcer les relations et le fait qu'ils puissent de nouveau se voir pour cette question purement juridique de présomption. Après, bien évidemment, en effet, certains vont pouvoir sortir le carnet de chèques beaucoup plus facilement. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, on a aussi un rôle à jouer côté secteur culturel, de leur dire que être payé à l'œuvre, ça sera absolument irréaliste, et qu'ils auraient intérêt de toute façon à pouvoir se mettre d'accord aussi avec un opérateur, si possible européen et français, sur des principes de base qui soient bien sûr honnêtes et équilibrés pour eux, mais de quelqu'un qui va respecter plus leurs droits d'auteur. Peut-être juste... Sur ce point-là, on voit très bien qu'il y a une course aux armements numériques, mais à coût de centaines de milliards de dollars ou d'euros. Nous avons un champion français. Il faut absolument que ce champion français devienne un champion européen et soit porté par une politique très volontaire, vertueuse, une politique très vertueuse, de souveraineté numérique européenne. C'est la seule façon aujourd'hui d'éviter d'être broyé à la fois par les Américains d'un côté et les Chinois. Et ce qui nous désole, et là-dessus on est tout à fait d'accord avec Mistral, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ambition européenne. Parce qu'une véritable ambition européenne, elle devrait mettre sur la table des sommes au moins comparables à celles que les Américains mettent, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes un nain numérique. Voilà. Et on a besoin d'une prise de conscience politique en disant... Ce qui se joue, c'est bien évidemment le numérique, mais c'est aussi notre indépendance et une certaine idée de la France et de l'Europe que nous défendons. Parce qu'aujourd'hui, c'est 80% de contenus anglo-saxons qui sont chahutés. Et donc, l'intelligence artificielle que vous utilisez, elle est par essence anglo-saxonne, avait un fonctionnement anglo-saxonne. Si on veut rééquilibrer les choses, il faut que nous, on s'investisse et que la pluralité de pensée, la pluralité de langue européenne soit reconnue. Mais pour ça, il faut des moyens. Oui. Est-ce que, justement, en revanche, vous pensiez distorsion de concurrence par rapport aux acteurs étrangers? Moi, je pense plutôt
distorsion de concurrence, enfin plutôt non-égalité dans les groupes de médias ou dans les groupes culturels français, parce qu'on peut imaginer que l'effet pervers de ce texte, ce soit que certains ne signent qu'avec des gros type AFP, Le Monde, etc., ou avec, je sais pas, un gros catalogue de musique, voilà, et laissent tomber tout ce qui fait la diversité culturelle, et que en gros ils se retranchent là-dedans, Mistral, OpenAI, tout ce que vous voulez, en disant finalement nous le risque juridique est suffisamment grand, en fait trop grand pour qu'on le prenne, et pour pas prendre le risque juridique, on va signer un accord avec 3-4, on se contentera d'eux, on ira voir ailleurs. Enfin, vous avez raison, mais et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont reconnu hier, c'est pas du tout dans leur mode de pensée. Déjà d'avoir des directeurs de relations institutionnelles. C'est ce que d'ailleurs m'avait dit quelqu'un du Monde. C'est eux qui sont allés les voir. Et en fait, ils sont tellement dans la tech que avoir à discuter d'un point de vue institutionnel, avec des syndicats, avec des corporations, penser à l'Alliance de la presse, mais à la presse spécialisée, mais également à tous les syndicats d'édition ou du spectacle vivant. C'est vrai que c'est très compliqué pour eux. Donc ça va aussi peut-être obliger, en tout cas pour ce combat-là, que les uns et les autres se regroupent. C'est pour ça que moi, j'ai pas de formule magique sur le mode de rémunération et sur le combat à venir, mais ça va aussi pousser les uns et les autres à sans forcément se regrouper pour qu'il n'y ait que 2-3 gros blocs, mais à se parler entre eux pour qu'ils s'entraident entre différents syndicats et corporations pour pouvoir essayer de parler d'une seule fois. On l'a fait au moment du numérique, ça a plutôt bien marché, et au moment de la directive droit d'auteur, où vous auriez pu nous dire la même chose. En fait, il y avait des tout petits qui auraient eu du mal à affronter d'une certaine manière cette relecture de la directive droit d'auteur. Finalement, on a pu couvrir tout le monde, parce qu'en fait, on a réussi à ce que les gros protègent les petits et tirent les petits. Voilà. Donc, je pense là-dessus, ça sera aussi un bon modèle pour nos créateurs de pouvoir s'unir et que les gros aident les petits. Bonjour, Ian Johnston pour le Financial Times. J'avais une question sur l'application de cette loi. Est-ce que cela ne protège que des ayants droit français en France, ou est-ce que si des contenus en anglais, en allemand, etc., qui servent à alimenter une réponse de ChatGPT à un utilisateur français, est-ce que ces contenus-là seraient protégés ou que des contenus français? Non, on a répondu tout à l'heure à la question. En fait, pour l'instant, en effet, ça n'est que des ayants droit français. En fait, par contre, ça s'adresse absolument à tous les opérateurs ou exploitants en fait d'IA. Mais pour l'instant, enfin oui, on ne peut pas, ce qu'on disait, on n'a pas cette prétention de pouvoir aller au-delà du territoire français. On est champion du monde, paraît-il, de la surtransposition. Mais ça peut-être, je vous dis, initier d'autres mesures dans d'autres pays européens ou anglais. Je considère toujours l'Angleterre en Europe. Pour répondre encore plus directement à votre question, ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce que les opérateurs de l'intelligence artificielle nous disent, c'est que le droit d'auteur n'existe plus. Et que les modalités techniques du chalutage, la façon dont ils prennent des corpus gigantesques de données pour les transformer en petites briques qui sont ensuite réassemblées à l'aide d'algorithmes, fait qu'il y a une dilution totale du droit d'auteur et qu'on peut considérer qu'il n'existe plus. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Oui, tout à fait. Oui, sauf que l'IA sans la base première ne peut pas exister. Et donc il faut bien à un moment donné qu'on reconnaisse ce qu'a été le produit initial. Le produit initial, c'est la création, c'est ce que vous écrivez. Voilà. Donc on ne peut pas admettre que du fait d'une évolution technologique, le droit d'auteur, qui est quelque chose de fondamental, disparaisse complètement, parce que nous savons très bien que si le droit d'auteur disparaît dans le domaine de l'intelligence artificielle, il disparaîtra dans tout le reste. Et on considérera, ce qu'on nous a dit, que finalement le droit d'auteur, c'est un peu comme le maréchal Ferrand. Quand on passe du cheval au cheval vapeur, le maréchal Ferrand disparaît et que le droit d'auteur, il disparaîtra, sauf que là, il disparaîtra avec les auteurs. Et c'est le souci.
Et je voudrais rajouter, en fait, en plus, parce que vous êtes du Financial Times, le copyright est très différent du droit d'auteur français. Il y a aussi ça, en fait, c'est très compliqué. Nous, notre code de la propriété intellectuelle ne reprend pas les mêmes choses. C'est bien pour ça dire que aux États-Unis, souvent, voilà, ça se règle par un fair use qui est plus facile que notre droit d'auteur français. Donc, on n'aurait pas cette prétention en plus, du coup, d'extrapoler dans d'autres pays en fonction des différences de loi de code de la propriété intellectuelle. Une question sur un autre sujet. On a vu avec la réglementation européenne que certains produits américains n'ont pas pu être vendus en Europe à cause de cette réglementation. Pour Apple Intelligence, par exemple, ce système des derniers iPhones. Est-ce que vous craignez que la France... Comment éviter que cette réglementation mette en place un système où la France... n'aurait pas accès aux dernières technologies, par exemple, parce que des fournisseurs diraient s'il y a un risque d'action légale, je ne vais pas donner le droit aux utilisateurs français d'en avoir accès. Moi, je vous fais une réaction un peu provocatrice, que la France ne permette pas l'introduction sur son territoire de techniques de fichage telles que les Chinois les expérimentent sur la totalité de leur population, j'en serais très fier. Voilà. Je ne crois pas que la solution chinoise soit compatible avec notre démocratie. Là, c'est plus technologique que contenu. Voilà. En fait. Et je ne crois pas que le fichage de toute une population auquel on donne des points en fonction de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas, ça puisse être compatible avec notre système de valeurs européen. Il y a une question en ligne de Madame Protet de la Tribune. Quelle preuve un opérateur d'IA pourra donner en cas de litige l'ensemble des données d'entraînement? Eh bien, quelle preuve un auteur aujourd'hui peut donner quand son œuvre est pillée? Aucune. Il n'y arrive pas. Voilà. Donc avec cette proposition de loi, je crois qu'on fait un travail pédagogique et on montre de façon concrète aux opérateurs dans quelle situation se trouvent aujourd'hui les auteurs et leur incapacité à pouvoir montrer qu'ils sont pillés. Voilà. Et je pense que si aujourd'hui ils sont aussi inquiets, c'est qu'ils viennent de comprendre la fragilité dans laquelle ils mettent les auteurs. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Alors après, derrière, on va discuter. Mais qu'on les ait fait un petit peu trembler, c'est pas plus mal, parce que les auteurs, eux, ils tremblent depuis déjà trop longtemps. Vous avez encore une question en ligne de Mind Media. Cette disposition législative pourrait-elle aussi servir de base à des négociations collectives ou n'est-elle activable que dans le cadre de procédures judiciaires? Vous pouvez répéter la question, parce que du coup, Cette disposition législative pourrait-elle aussi servir de base à des négociations collectives ou n'est-elle activable que dans le cadre de procédures judiciaires? Non, mais bien sûr. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que les tout petits, entre guillemets, ou indépendants vont avoir peur de se retrouver à pas pouvoir affronter ça. Bien évidemment, je pense que ça ne sera pas la seule solution. Je préfère le dire parce que je connais quelques groupes d'artistes ou d'auteurs qui pousseraient des cris d'orfraie. Mais les organisations de gestion collective vont avoir toute leur place, en fait, pour un certain modèle, en fait, mais de pouvoir, en effet, pouvoir peut-être nous aider et aider les créateurs, en fait, à pouvoir négocier avec ces opérateurs IA. Donc, non, bien sûr, ça ne peut être... Et c'est pour ça, ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est que les recours actuels, vous avez absolument tout. Vous avez autant des organisations de gestion collective que des éditeurs de gré à gré qui sont en train d'attaquer, des syndicats. Chacun, pour l'instant, faisait avec les moyens du bord. Et je vous dis, ça peut être aussi, à mon avis, avoir un effet vertueux d'essayer que tout le monde s'organise, toute cette filière, comme on l'avait fait au moment de la directive droit d'auteur. Merci beaucoup. Merci. Les filles, à la Conseil de Paris.